Merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer tout de suite les titres. Des assises nationales pour pénétrer l'énigme de la canalisation de recettes vers les trésors publics se sont ouvertes ce jeudi à Kinshasa. Une occasion pour le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Moukoko de solliciter l'attention particulière de participants à ces travaux pour augmenter les recettes de l'État. Pendant ces temps, les experts venus du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, ainsi que ceux de la Banque mondiale réfléchissent sur la nouvelle politique de la ville en RDC et reloger décemment les Congolais. Et de son côté, le ministre de tutelle, lui, était devant les élus des élus pour les explications sur la gestion des recettes du Fonds national d'entretien routier FONER. Ceux qui empruntent la route de l'université savent que cette artère est devenue impraticable dans son tronçon Mopulu-Lafayette. Comme vous allez le voir dans ces images, la circulation est devenue difficile, aussi bien pour les conducteurs de véhicules que pour les piétons. Voilà tout pour les sommaires et tout de suite les développements. Bonsoir. D'abord, à l'université de Kinshasa, les activités académiques ont été paralysées ce matin à la suite de l'agression d'un étudiant par les jeunes délinquants communément appelés Kuluna dans les quartiers environnants. Pour venger leurs camarades blessés, les étudiants ont fait une descente punitive et saccagé tout dans ces quartiers à la recherche des agresseurs. Contacté par votre rédaction, un des professeurs de l'UNIKIN nous explique les faits. Il semble qu'un étudiant serait blessé par une machette. Et en réaction, c'était très tôt matin. Réaction, les étudiants sont descendus pour en quelque sorte se venger parce que Kuluna. Et comme la police, chaque fois, le Kuluna les relâche, donc malheureusement, les étudiants ont voulu se faire justice, donc ils sont descendus pour venger leurs camarades. Donc ils se sont mis à pourchasser là partout où se trouve le fameux Kuluna. Donc c'est ça. Donc, dans tous les coins, dans tous les parages de l'université. Donc c'était ça la panique. Ils l'ont fait selon quelques informations que j'ai glanées. Pas distinguer le Kuluna et la population. Donc ils ont carrément saccagé, c'était vraiment véritable débandade, ils ont saccagé partout où il y avait soupçon de Kuluna. Et ils étaient armés, c'est drôle, avec des armes blanches, hein, un bâtonnet, un barre de fer, donc c'était franchement désolant ici. Ils ont tout neutralisé dans la cour, dans la périphérie, partout. Ils ont même brûlé un véhicule, un grand véhicule, en tout cas, je l'ai vu personnellement. Non. Dans la cour, ils ont fait leur démonstration tout simplement en faisant une sorte de défilé devant le recteur par ailleurs. Hein. Donc, ils faisaient la ronde de la cour, mais je crois que j'étais là, ils n'ont pas saccagé quoi que ça. C'est plutôt dans le parage de l'université, le petit commerce, là où ils soupçonnaient la présence d'un Kuluna. Donc en fait, c'était ça. Le gouvernement rwandais s'engage à respecter l'accord cadre signé à Addis Abeba. C'est la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui l'a annoncé à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac. Mary Robinson s'est dite satisfaite de cette décision et encourage cet engagement pris par le pays de Paul Kagame. Les détails dans ce commentaire de Mariam Boya. Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a séjourné en début de semaine à Kinshasa. Au cours de son bref séjour dans la capitale congolaise, elle a rencontré les autorités de la République démocratique du Congo, notamment le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Devant le chef de l'État congolais, Mary Robinson avait confirmé la pleine application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Expliquer que, à mon avis, c'est un cadre d'espoir pour le peuple de la République démocratique du Congo. Et en effet, le président a dit que c'est nécessaire maintenant que ce cadre, cette fois, que ça marche pour tous les partis. Et il a parlé de l'Est du Congo. Et je suis choqué chaque fois par les victimes, les femmes, la situation de... c'est pas acceptable que ça dure
pendant les décades. Depuis que j'ai commencé mon travail comme haute commissaire aux droits de l'homme au mois de septembre 1987. Depuis ça, on n'a pas eu la paix, le développement économique dans toute cette région. Et maintenant, je suis convaincu que c'est nécessaire de changer la situation. Après avoir échangé avec les autorités congolaises, elle s'était envolée pour l'Est de la République démocratique du Congo avant de se rendre à Kigali où elle a échangé avec Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères. Selon les informations en provenance du Rwanda confirmées par la radio onusienne, le Rwanda promet de respecter scrupuleusement l'accord cadre d'Addis Abeba. Les assises nationales sur le coulage de recettes publiques organisées par le ministère du Budget se tiennent depuis ce jeudi au Grand Hôtel Kinshasa. Ce forum de 3 jours devrait combler les écarts souvent visibles entre les dépenses et les recettes publiques pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Présent à la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre et ministre du Budget Daniel Mukoko Samba a recommandé aux participants de prendre conscience pour l'augmentation des recettes publiques. Jemima Mogo et Jean Moussi. Après le recul de l'activité économique, la RDC a renoué avec la croissance depuis 2002 grâce aux efforts de stabilisation du cadre macroéconomique entrepris par le gouvernement. Malheureusement, un certain nombre de facteurs nuisent à l'efficacité et à la rentabilité de services mobilisateurs des recettes. Il s'agit particulièrement des multiples cas de fraude fiscale et douanière, maintes fois décriés à travers le pays. À cette occasion, plusieurs analyses ont établi un écart substantiel entre le montant mis en recouvrement et les encaissements enregistrés sous le compte du Trésor public. Le niveau des recettes que nous collectons dans notre pays est très faible par rapport à notre potentiel. Et les mots qui rongent la collecte des recettes publiques sont bien connus. Corruption, fraude, concussion, interférence, mauvaise organisation. Et ces mots sont tellement décriés tous les jours qu'ils en sont arrivés à perdre leur caractère choquant dans notre société. Le Premier ministre qui donne le go de ces travaux n'attend pas des participants une pile de recommandations comme c'est souvent le cas avec les ateliers de ce genre, mais plutôt de stratégies susceptibles de renverser la tendance. Il s'agit notamment de la nécessité de l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la fiscalisation des activités du secteur informel et la rationalisation des exonérations, entre autres dans le secteur minier. Il s'agit aussi de la maîtrise du répertoire des contribuables et assujettis, ainsi que des données qui servent de base au calcul des droits dus au Trésor public. Les assises nationales sur le coulage des recettes publiques se tiendront pendant 3 jours avec comme principal objectif l'amélioration des conditions de vie de la population. Elles seront sanctionnées par des plans d'action assortis des feuilles de route détaillées destinées aux services nationaux mobilisateurs des recettes. Pendant ces temps, les experts venus du ministère de l'Aménagement, du Territoire, Urbanisme et Habitat et de la Banque mondiale réfléchissent sur la mise en place d'une politique de la ville en RDC pour reloger décemment les Congolais. Cet atelier de 2 jours vise à faire du secteur de l'urbanisme et de l'habitat un secteur qui traduit la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'était ce jeudi à l'hôtel Vénus à Gombe, Mariam Boya et Dieu merci Suka. Pendant 2 jours, le représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et ceux de la Banque mondiale vont échanger sur le début de la facilitation de l'élaboration d'une lettre politique sectorielle du secteur urbain. Vincent Libi-Kwata, consultant venu de la Côte d'Ivoire, résume en quelques lignes les attentes de la République démocratique du Congo. L'objectif de cette lettre, je l'ai dit tantôt, c'est de pouvoir définir un cadre pour que les interventions ne se passent pas n'importe comment. Et ça, c'est aussi une sorte d'engagement que le gouvernement va prendre de cette lettre. Pour sa part, Georges Songui, conseiller en charge de développement urbain au ministère en charge des infrastructures, reconnaît la carence des logements en RDC.
Il n'y a pas de logement décent pour le plus grand nombre et nos villes sont en train de se ruraliser. Il faut donc arrêter la dégradation urbanistique et ensuite répartir du bon point pour restructurer les villes et produire des logements qui tiennent compte des standards internationaux. Ces experts et consultants réfléchissent pour aboutir à la fin de leur travail à une nouvelle politique de logement de la République démocratique du Congo. Ils vont aussi mettre en place un programme de relance de la politique de logement qui devrait s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, était ce jeudi devant les sénateurs. Invité pour répondre à une question orale avec débat lui adressé par le sénateur Michel Bongongo. Quant aux activités du fonds d'entretien routier pour les sénateurs, les grandes routes du pays ne sont pas réhabilitées. Fridolin Kaswechi a indiqué que les fonds mobilisés au FONER pour entretien routier est insuffisant par rapport à ses besoins. Il est attendu ce vendredi pour la suite des débats. Serge Koueté et Blanchard Kandolo. Cette question orale avec débat du sénateur Michel Bongongo adressée au ministre des ITPR s'inscrit dans le cadre du contrôle des activités du Fonds national d'entretien routier. L'élu voudrait en savoir plus sur les réalisations, contraintes et politiques générales du FONER. Encore les sénateurs, toutes les ressources lui allouées sont à la mesure de l'ambition gouvernementale. Redevances prélevées sur les lubrifiants et les carburants terrestres, notamment l'essence, le gazole et le gaz du pétrole liquéfié. Droit de péage sur les réseaux routiers d'intérêt national, à l'exception des ouvrages dont la construction et l'exploitation sont concédées. Redevances liées à l'exploitation des postes de péage. Fridolin Kaswechi, quant à lui, espère avoir rencontré les préoccupations de l'auteur de la question. Le ministre donne des précisions relatives au champ d'action de cet établissement public à caractère administratif et financier. Au terme des dispositions de l'article 4 du décret numéro 08/27 du 24 décembre 2008 portant création et statut du FONER, le financement des opérations de construction et de réhabilitation des routes est exclu du champ d'intervention du FONER. 3. Les fonds mobilisés par le FONER à ce jour sont insuffisants par rapport aux besoins et normes d'entretien du réseau routier national, ce qui implique une hiérarchisation des priorités par rapport aux moyens disponibles. Le ministre est également revenu sur la composition du conseil administratif, l'organigramme et les fonctionnements même de cette structure routière avec plusieurs réalisations des travaux en urgence. Entre autres, les financements des différents ponts effondrés en province orientale, dans le Nord Kivu, au Kasaï occidental et les luttes anti-érosives dans quasiment toutes les provinces du pays. S'en est suivi d'un débat avec une liste sans pareil des sénateurs qui voudraient tout savoir sur les vrais rôles du FONER pendant que les grandes routes du pays sont en état de délabrement grave. Fridolin Kaswechi reviendra ce vendredi pour répondre aux préoccupations des élus. Matata Ponyo s'est entretenu ce jeudi avec les ambassadeurs du Canada, de l'Allemagne et de la Chine. La coopération économique était au centre de leur échange. Ces diplomates n'ont pas manqué de féliciter le Premier ministre pour les efforts consentis par son gouvernement dans la gestion de la dépense publique. Doudou Ndombe pour les détails. La République démocratique du Congo veut étendre ses relations économiques avec la République fédérale d'Allemagne. Wolfgang Manning a rassuré le Premier ministre pour que son pays accompagne la RDC dans les processus de réforme dans le but d'assainir le climat des affaires. Avec Carole Pelletier, ambassadeur du Canada, il était question de réfléchir sur l'évolution du pays dans son ensemble. Oui, alors écoutez, le Canada était flatté par ma personne d'avoir l'occasion de rencontrer le Premier ministre en quasi tête-à-tête pour parler de nos réflexions de part et d'autre sur l'évolution du pays à l'heure actuelle, les démarches en cours pour améliorer le bien-être de la population congolaise. Et le Premier ministre, qu'on avait eu le privilège d'entendre à d'autres occasions,
a pu nous parler de l'ensemble des efforts en place pour réaliser des résultats concrets. Wang Yinou, ambassadeur chinois pour sa part, a félicité le gouvernement Matata pour les efforts de gouvernance, mais aussi de la rigueur dans la gestion pour le développement économique du pays. À l'occasion, l'ambassadeur chinois a présenté au Premier ministre des projets dans plusieurs domaines. Il s'agit des infrastructures, de la santé et de l'agriculture. Revenons à la restructuration du bureau de la CENI qui continue d'alimenter les conversations dans les rues de Kinshasa. Quelques personnes interrogées par nos reporters souhaitent que cette institution soit dirigée par un homme qui va placer en premier lieu les intérêts de la population congolaise et non un homme qui va jouer le jeu de l'opposition ou du pouvoir en place. Ils l'ont dit au micro de Grace Mouila, Marama Fala et bienvenue Kassa. Il faut que ceux qui vont venir puissent avoir les codes d'éthique et de déontologie qui sont des us et coutumes de ce genre de commission électorale. Même si nous changeons cette équipe, ne pensez pas que la nouvelle équipe ici va rencontrer la volonté de tout le monde. Il y aura toujours les contestations. Les contestations existent toujours. Ce sont des hommes comme Lengoï Mulunda. En politique, il n'y a pas de profil. Tout se joue sur les intérêts. Si vous vous retrouvez, c'est une bonne équipe. Si vous ne vous retrouvez pas, ce n'est pas une bonne équipe. Et cette fois-ci, nous ne cherchons pas quelqu'un de l'Église, nous cherchons quelqu'un qui doit être pour l'intérêt de la population, qui doit avoir l'impartialité, c'est-à-dire les intérêts doivent être compatibles. Si l'intérêt n'est pas compatible, là, la population ne sera pas contente, bien que tout ce qui va se passer n'aura pas l'intérêt. Nous voulons que si il y a des gens à mettre à la tête de cette structure-là, qu'on nous donne des gens intègres. Pas de ces gens-là, il nous faut installer, ils changent directement des casquettes. Après une longue attente, le chef de l'État a promulgué la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante. La tension monte dans les 3 différentes composantes devront désigner leurs délégués au nouveau bureau de la centrale électorale. Un défi pas facile à relever pour l'opposition et la société civile. Quant à la majorité, tout devra être confié à l'autorité morale pour son approbation. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. La promulgation de la nouvelle loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante par le chef de l'État ouvre une nouvelle page aux acteurs politiques tout comme sociaux. Hormis la question de la guerre à l'Est, les pourparlers des Kampala, de la brigade d'intervention et des concertations nationales, les membres de la majorité, de l'opposition et de la société civile se retrouvent face à un nouveau défi. Prendre des décisions pour faire pièce à la nouvelle machine électorale. Chaque camp est donc soumis à adopter des stratégies nécessaires en vue de tirer son épingle du jeu. Mais quelles sont les chances de chacun à opérer des choix judicieux? Voilà qui pousse à regarder de plus près les capacités de chacun à prendre le bon bout devant les enjeux de taille. Chez les politiques, il faudra miser sur 2 axes. Désignation des membres devant composer le bureau et l'assemblée plénière, 2 organes qui constituent la nouvelle Commission électorale nationale indépendante, et la préparation des prochaines batailles électorales. À la majorité présidentielle, la désignation des 6 nouveaux représentants au sein d'une CENI vacante pourrait se faire sans trop de problèmes. Certes, dans ce genre d'exercice, les contradictions ne manquent jamais, mais le camp présidentiel a l'avantage de se plier à la décision d'un seul maître, Joseph Kabila. Quand l'autorité morale décide, ça s'exécute et on se plie, vouloir ou pas. Ce qui n'est pas le cas chez les opposants, sans une autorité suprême, les difficultés de dégager le consensus sur les 4 membres à installer dans la CENI restent prémonitoires à l'opposition politique congolaise. Elle qui a toujours fait montre de l'incapacité à faire bloc devant les enjeux de taille. C'est dans sa diversité qu'elle a toujours tiré des éléments de sa désagrégation. Les dernières joutes électorales restent un des souvenirs malheureux d'un camp politique en panne de cohésion. De même que la question relative à la désignation du porte-parole qui ressemble de plus en plus à une chimère. Les mêmes tares ne sont pas étrangères à la société civile. Hétéroclite, la branche civile du pays souffre, elle aussi, des divisions prononcées.
Parmi les acteurs, on s'accuse mutuellement d'infiltration politicienne, de trahison, d'imposture, d'écupidité, etc. Des bousculades s'annoncent donc dans la conquête de 3 postes à pourvoir, dont celui de président de cette institution. Les capacités organisationnelles de chaque groupe restent à découvrir dans ces nouveaux challenges. C'est le retour du fameux Libulu Manzengele ou autre chose. La route université dans son tronçon Montpoulou-Lafayette est dans un état de délabrement très avancé. Après plusieurs travaux de réhabilitation, la route est devenue impraticable, ce qui rend la circulation difficile. Les conducteurs des véhicules ainsi que les piétons invitent les autorités municipales à intervenir avant que l'avenue se coupe en deux. Notre équipe de reportage qui s'est rendue sur le lieu rapporte. L'avenue Université dans son tronçon compris entre Kianza et Rond-Point-Ngaba est l'ombre d'elle-même. À cet endroit, la route est en voie de se couper en deux sous l'œil de l'autorité, créant ainsi des embouteillages qui empêchent la bonne trafic des activités dans cette partie de la capitale. Les conducteurs déplorent de pannes en répétition suite à ces nids de poules parsemés sur cette artère principale, la grande qui traverse plusieurs communes. Nous demandons aux autorités compétentes de réhabiliter cette route, dit cet homme, car nous sommes obligés d'acheter de pièces de rechange à tout moment à cause de sa mauvaise qualité. Tout en se rappelant des dégâts causés en son temps par Libulu Manzengele des tristes mémoires, les habitants de ces coins craignent les pires. La route est très bien faite, ça ne peut pas, après un mois, ça se casse encore, ça ne va pas comme ça. Donc c'est de l'argent perdu. Il faut, je pense, cette route ici, il faut que les Chinois au lieu de OPD. Moi j'habite les quartiers, j'ai une voiture, ça passait la nuit quelque part sur parti. Maintenant je laisse ça vers Hôtel du Midi là, et je viens à pied. Ces cris de cœur se veut une interpellation à en croire les usagers de cette route pour sa réhabilitation. Non loin de là, dans la commune de Limete, plus précisément dans le quartier Yolo-Médical, la population vit avec une montagne d'immondices à l'indifférence totale des autorités urbaines. Ces déchets polluent non seulement l'environnement, mais exposent aussi la population à des maladies dites des mains sales. Une fois de plus, les habitants de ces coins invitent les autorités à revoir leur politique d'assainissement de la ville. Les détails avec Fanny Walelou et Rosa Wazi. Depuis quelques mois, les immondices entassés ici au quartier Yolo-Médical commencent à prendre l'allure d'une montagne, au vu et au su de tout le monde. Non seulement elles dégagent une odeur nauséabonde, mais aussi la population de ces coins est exposée à des différentes maladies. Les habitants du quartier Yolo-Médical déplorent l'indifférence des autorités urbaines qui n'accordent pas d'intérêt à leur vie. Nous voyons que des saletés abondent et s'ajoutent du jour au jour. Mais nous n'avons pas d'autre solution que nous pouvons faire. C'est pourquoi nous demandons afin que l'État puisse prendre la décision de venir enlever ces saletés ici parce que ça fait défaut. Ça fait sortir de mauvaises odeurs, de mauvaises choses que nous ne pouvons pas encore faire. Parce que ceci, ce n'est pas une affaire que quelqu'un peut faire de lui-même, de son propre argent, et puis pour enlever cette saleté ici. Il fallait que l'État, monsieur le bourgmestre et tous les autres puissent intervenir dans ces cas ici. La saleté, c'est partout. C'est partout. C'est ça qui provoque vraiment le paludisme. Une fois de plus, le problème d'assainissement de la ville refait surface. Les autorités municipales sont appelées à prendre de mesures appropriées pour améliorer les conditions de vie de population. Rossil Martin Bouyamba nous rejoint ce soir pour lire le journal paru ce jeudi à Kinshasa. C'est la revue de presse. Le Rwanda est tancé dans la presse parue ce jeudi à Kinshasa comme principal déstabilisateur de la région des Grands Lacs. L'avenir fait constater que le Rwanda veut jouer à la transparence et prouver qu'il n'a jamais envoyé ses fuyards renforcer les troupes fidèles à Runza-Giza, alias Sultani Makenga. Le mercredi dernier, les autorités rwandaises ont invité la presse et les corps diplomatiques dans les camps d'internement de l'Est du Rwanda. Là-bas sont confinés les rebelles du M23, révèle le quotidien qui indique que le Rwanda se sent morveux. Pire encore, ajoute l'observateur, le Rwanda dote le M23 des missiles balistiques. Le graphique comprend que le déploiement imminent de la brigade d'intervention dans la partie orientale de la République démocratique du Congo
provoque des insomnies au régime caporaliste de Kigali qui ne jure que par le statu quo. Visiblement, le Rwanda continue de combattre le déploiement de la brigade d'intervention, fait constater le palmarès. Kagame envoie 3 missiles sol-air au M23. Des experts rwandais ont convoyé les 3 missiles jusqu'à Rutshuru et comptent les utiliser au maximum comme arme dissuasive contre la brigade d'intervention, renseigne le confrère. Sans porter les gants, le gouverneur de la province du Nord Kivu rapporte le potentiel, a rappelé à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU lors de sa visite mardi à Goma que le problème dans les Grands Lacs, c'est le Rwanda. Julien Paluku a lancé un message. Sera-t-il par conséquent entendu? Se demande le potentiel. Le phare annonce une drôle d'affaire qui s'est produite au Palais du Peuple. 4 éditeurs des journaux sont aux arrêts pour avoir arnaqué Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale. Ce scandale intervient à la veille de la célébration le 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le confrère les cite: Pascal Molunda, Le Monitor, Norbert Condé, Le Réseau, Albert Chibende, Le Monde et Génie Mavedila, Le Futur. Bonsoir à tous. Merci Rossile Martin Bouyamba pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir.